Je veux pas paraître vraiment trop naïve, mais oui, moi, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est celui qui me correspond le plus, en tout cas. Il y a une certaine solitude quand on est magistrat. Et en même temps, cette solitude, elle va avec nos responsabilités. Et donc, ça peut être compliqué à porter. Et en même temps, c'est aussi une richesse, c'est-à-dire qu'on est confronté à ce que la nature humaine a de pire et de meilleur aussi, hein, parfois. C'est le choc du réel. Ah oui, il y a des gens qui vivent ça quand même. Ils viennent et ils vivent ça. Et en plus de vivre ça, ils attendent que vous fassiez quelque chose à ce propos. Donc, non, c'est pas... C'est pour ça que c'est dur. Parce que vous vous sentez responsable de tous ces gens. Ce genre d'emploi, de fonction, je pense que ça peut donner un sens à une existence. Et à mon avis, on est beaucoup à être engagés corps et âme de nos fonctions parce que ça a du sens. Il y a une distance entre ce que nous faisons et ce que le citoyen pour lequel nous travaillons sait de ce que nous faisons. Il y a un moment où vous, et ça arrive malheureusement, vous tombez dans une situation de désespérance parce que vous ne pouvez plus suivre le rythme qui vous est imposé. Ah. Bonsoir, monsieur Roland. Oui. Par-delà les conditions déplorables dans lesquelles on les exerce, cet engagement professionnel est extrêmement fort et l'institution judiciaire ne tient que par ça. Mais c'est difficile d'avouer une vulnérabilité quand on est en position de juger les autres. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi, madame, moi, je dois aller travailler. J'avais juste les attestations à donner. Alors, j'appellerai votre dossier tout à l'heure. Là, oui, c'est mais simplement moi, madame, si je dois partir au travail, je suis cuisinier. Et... Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le 16e dossier, madame. Alors, monsieur, est-ce que vous faites des demandes de délai de paiement? Eh ben, moi, je touche pas l'emploi. Donc, il faut réussir à payer 317 €, c'est le loyer courant. 317 €, c'est le loyer courant. Si vous payez pas en fait, je donne mon RSA, en fait. Moi, j'ai un tétro. Moi qui m'en donne un plus petit, déjà dans mes comptes. Un plus petit appartement, un T2. Vous me dites que c'est pas possible de rester dans les lieux parce que c'est trop cher. Moi, déjà, j'ai des meubles. J'ai un petit chat. Mon petit chat, il connaît pas l'extérieur. Mon petit chat, il a jamais vu dehors. Donc déjà, mon petit chat, il ira jamais dehors. Déjà, j'ai un petit chat. Je fais comment? Moi, j'étais en formation de rattrapage parce que je suis illettré, moi. Moi, je viens d'un institut médico-éducatif. D'accord. Bah écoutez, c'est bien parce que vous êtes là, vous vous exprimez, vous vous défendez. J'étais dans un IME toute ma vie, de petit jusqu'à maintenant. En fait, mon problème maintenant, c'est comment je peux faire pour m'en sortir, moi, pour pas me retrouver à la rue. Le début, c'est payer le loyer courant, c'est 317 €. Oui, mais 300 €, je vais les donner. Si vous ne pouvez pas payer le loyer courant, moi, je suis obligée de résilier le bail. Je touche pas l'emploi. J'entends. Voilà. Je comprends plus rien. Donc il faudra effectivement que vous trouviez un logement moins cher. Hein. Ouais, à mon budget. D'accord. Mais moi, ce que je demande, c'est pas comme je dehors. Alors, je rendrai ma décision le 19 août, une fois que j'aurai les éléments complémentaires du bailleur. Et je constate, monsieur, que vous n'êtes pas en capacité d'assumer le loyer actuel.
Elle est trop chère. Donc je vais résilier le bail, d'accord? Non, non, vous ne résiliez pas de bail. Ah bah si, on peut pas vous laisser si vous Non, ne payez pas. moi je vais faire un changement de situation. Pourquoi j'ai pas ma PL? Donc j'arrive pas Alors à écoutez, me sortir de cette situation, madame. retournez voir Vous une comprenez? assistante sociale. Allez voir une assistante sociale. pour Mais qu'elle vous j'ai aide. pris une assistante sociale, elle ne sert à rien. Je sais pas comment faire. Merde. Je suis illettré, madame. Vous comprenez? Je sais pas lire, je sais pas écrire. Mais c'est pour ça. Je deviens fou. Je dors pas la nuit, je C'est pour- mange Monsieur, plus. calmez-vous, J'ai calmez-vous. envie de péter un câble. Alors, Arrêtez, j'ai envie je vais- de péter je vais- un câble. je vais- Moi, je tombais en prison Je pour vais- agression. Je vais vous demander de vous dis, j'ai calmer, envie de s'il vous péter un plaît. câble. Je vais vous Alors, demander de vous arrêtez. calmer. J'ai bien compris vos difficultés. Non, non, il n'y a C'est- pas de difficulté. C'est pour ça que Là, je suis vous dans la propose d'aller merde. voir une assistante sociale qui Pas de pourra vous aider. difficulté, là. Voilà. Je rendrai, monsieur, ma décision le 19 août. Vous la recevrez par courrier. Ah, je commence à être fatigué avec vos rapports, Pour me le donner direct, là. Où je sais où j'en suis. Vous avez une adresse à nous donner ou pas? Putain, On vous écoute. ça casse la tête, là. Si je retourne en prison, je vais retourner en prison. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, je serai nourri, logé. Et je viens avec mon petit chat. J'ai noté. Plus, quand je peux. J'ai noté, je messieurs. retourne travailler. Très bien. Très bien. La décision sera rendue le 19 août. Merci pour vos 19 août. explications Je peux et bon avoir un courage. papier, s'il vous plaît, Et bonne avec la journée, date, madame. s'il vous plaît. Faut pas que j'oublie. Non, elle va t'envoyer chez toi. Ah, vous me l'envoyez? D'accord. Bonne journée, mesdames. Au revoir, messieurs. Au revoir. Je suis Véronique Drahi et je suis actuellement juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lyon. Ce sont des contentieux qui concernent les baux d'habitation, notamment les expulsions locatives, le surendettement et également les mesures de tutelle pour les personnes vulnérables. Moi, je suis très attachée, effectivement, à entendre le justiciable, puis qu'il puisse s'exprimer. Alors, ils sont plus ou moins inhibés, ils sont plus ou moins à l'aise pour le faire. Mais c'est quand même important qu'ils puissent s'exprimer, que moi aussi, je puisse me faire une idée sur la personnalité et les difficultés de l'intéressé. Et je sais que, prise par le temps et par la masse, et puis par les gens qui attendent également dans la salle, je vais aller un peu vite. Et ça, je trouve ça dommage. Écoutez, j'ai 65 ans et demi. Hein. Ouais. Donc j'ai commencé mes démarches pour la retraite, enfin, pour le changement de situation, il y a 3 ans. Donc, même avec l'aide de l'assistance sociale, c'est encore pas réglé. D'accord. Donc il a fallu 3 ans. Donc quand madame me dit que j'ai pas payé mon loyer depuis 4 ans, ça veut dire que je n'avais que 219 € depuis 4 ans. Alors, depuis personne. 3 ans. Enfin, Donc voilà, donc après C'était juste maintenant... pour vous dire, monsieur, que personne vous accuse, puisque si vous n'avez pas Ouais. payé, c'est que vous étiez en difficulté. De toute façon, je paierai. Hein. Bien. Bien, vous vous en remettez à la Alors, sagesse attendez, du tribunal. Ouais, bref. On va payer encore combien de temps? Donc le bail est sauvé. Hein. Merci. Je ne sais pas si on peut parler de bon juge. En tout cas, moi, ce qui me protège, c'est l'application de la loi. L'application de la loi fait que globalement, on a des... Même si dans l'opinion publique, on s'imagine que c'est la personnalité du juge qui va tout changer, en réalité, il y a un cadre légal qu'on applique. Et heureusement, parce que ça permet effectivement de l'égalité de tous devant la loi. Globalement, quand on échange avec les collègues, on a les mêmes appréciations des choses. Donc finalement, la seule chose qui va faire la différence, c'est le temps consacré au dossier, la façon de s'adresser au justiciable, et puis le temps qu'on va... la façon dont on va leur permettre d'exprimer leur demande ou leur ressenti. Mais j'ai même pas besoin de leur expliquer que je suis juge. À partir du moment où vous êtes derrière le bureau, alors les enfants comprennent pas. Les enfants comprennent pas parce que moi j'ai pas de petit blazer. Enfin, pas tous. Les enfants des fois ils sont là. Vraiment, c'est toi la juge? Je leur dis oui, c'est moi la juge. Bon, on discute de ça. Mais les parents ils comprennent très bien. Et puis je pense que déjà, avant qu'ils viennent ici, ils ont vu les services éducatifs, leurs avocats. Voilà, ils sont briefés sur ce qu'ils viennent faire ici. Mais les gens, ils comprennent très bien qui je suis et ils remettent pas vraiment en question ni la jeunesse, ni... Vous êtes la juge, ce personnage un peu désincarné, comme votre prof. Vous voyez, votre prof, il fait pas la vaisselle, quoi. Il n'a pas de vie, il n'a pas de vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Toi, tu as envie de quoi pour cette année? Est-ce que tu aurais envie que monsieur l'éducateur il continue à venir te voir? À un moment donné, ils vont m'abandonner. Ils vont t'abandonner? Non, ils restent là, hein, le service, tu sais. Moi, tant que je leur demande de venir, ils viennent te voir. Mais non, Je t'assure que s'ils viennent, hein. mais non, à un moment donné, ils vont arrêter. Ils viennent au moins jusqu'à l'année prochaine si moi je le décide. Ça, je te promets. Alors, moi, je m'appelle Esther Macle. Je suis juge des enfants en ce moment, mais je suis juge placée auprès de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris. J'ai 29 ans et je suis juge depuis septembre 2019. Assieds-toi. Tu t'assois? Mais ça va bien, j'ai l'impression, vous deux, hein? Papa, maman. Ouais. Et ben, en ce moment, vous n'êtes plus chez papa-maman parce que mon collègue était très inquiet, c'est pour ça qu'il vous a placé. C'est ça dont on parle aujourd'hui, ok? Il y a énormément de responsabilités. On se dit, quand même, aux gens, on se doit de ne pas être médiocre, quoi. Ils sont venus, ils vous ont donné toute leur vie. Vous pouvez pas, vous, être simplement moyen. Vous avez l'obligation de pas montrer vos sentiments, de les prendre en considération, bien sûr, parce que vous pouvez pas être un monstre froid, mais je veux dire, vous avez l'obligation d'être la meilleure partie de vous-même, quoi, quand vous êtes ici au travail. Est-ce que tu peux me dire, toi, si t'as compris pourquoi t'avais été placée? Ouais, parce qu'il s'est passé des... Parce qu'en fait, apparemment, il y avait... Ton collègue, il a été très inquiet, donc ils m'ont placée dans une famille d'accueil avec Tata. C'est ça. Et t'en penses quoi, toi, de ça? Franchement, pour être honnête, moi, je veux bien retrouver ma mère, donc... D'accord. Mais alors, ce que je veux savoir, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Pour toi, il s'est passé quoi? Pas ce que je t'expliquais moi, mais pour toi. Dans ton esprit, il se passe quoi? Franchement, je voulais rester chez ma famille. Hein. Ouais. Est-ce que tu comprends qu'on soit inquiet? Ouais. Ouais, à ton avis, pourquoi? Parce que... Par exemple, est-ce que parfois, toi, tu es tout seul en bas de ton bâtiment? En bas de mon bâtiment, Oui. ça m'est arrivé. D'accord. Sans qu'il y ait maman? Sans qu'il y ait maman et sans qu'il y ait... Et sans qu'il y ait papa? Papa, il travaille toujours, donc... Tu le vois pas trop, papa? Le soir. Ok. Est-ce qu'il habite avec vous? Ouais. Oui? Ok. Pourquoi tu crois que mes parents y penseraient? Ah ben je sais pas, parce qu'en fait, moi les services me disent que c'est pas très clair si papa il est là ou pas. Ouais, c'est vrai. Moi la dernière fois on avait discuté d'aller chez l'orthophoniste, on avait discuté d'aller chez le psychologue et aussi peut-être d'aller voir un médecin pour les addictions aux vidéos. Tu te rappelles ou pas? Et du coup, on s'était dit que peut-être c'était une bonne idée d'aller voir un médecin pour ça, un addictologue. Un ophti. C'est quand... Ah, c'est pour les notes, ça, ok. Non, ça c'est un ophtalmologue. Est-ce que tu as pu aller voir ces médecins-là? Je crois pas. Tu crois pas? Enfin, si c'était le cas, j'ai oublié. Comment ça se passe le placement là, depuis 15 jours? Bah ouais, ça va, hein. Ça va. Toi, t'es dans une famille d'accueil? Ouais. Ok. Ma sœur aussi. Ouais, ça se passe comment? Bien. Mais je dois avouer que je vais quand même revoir ma famille. Ma difficulté tous les jours, c'est comment donner l'information aux gens. Comment recueillir leur adhésion. Quand on est en assistance éducative, on doit aussi recueillir l'adhésion des parents. Comment on leur parle, comment on essaye de ne pas être violent. Parce qu'en fait, on est extrêmement intrusif dans leur vie. Concrètement, il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous dire, vous en tant que parent, ce que vous faites, parfois ça ne va pas. Et parfois c'est très violent. Et parfois il y a des difficultés avec les services. Et moi, ce que j'essaye de montrer aux familles, c'est que je les juge pas. Enfin, j'essaye pas de pointer des fautes. En tout cas, à ce moment-là, je les juge pas, parce que quand je suis au pénal, je juge vraiment les gens. Mais là, moi, j'ai pas l'impression de pointer leurs fautes. Ce que je voudrais, c'est les accompagner pour que ça aille mieux. Et comment leur dire, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on apprend énormément de... Enfin, je trouve beaucoup de techniques. On nous ouvre beaucoup l'esprit aussi. On a eu des psychiatres qui sont venus, ça, c'était super. Mais par contre, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est parler aux gens. Et puis des gens qui n'ont rien à voir avec votre milieu social, avec votre milieu culturel aussi, qui ont mais vraiment d'autres conceptions sur la vie.
voilà, qui sont aussi certaines fois beaucoup plus âgés. Enfin, du coup, c'est ça que je trouve difficile, avoir un point d'ancrage avec eux. Est-ce que je peux dire une petite question, s'il vous plaît? Non, pas maintenant. Tu sais, moi, on a discuté tous les deux en premier. Là, on discute avec tes parents. Ensuite, je vais laisser la parole aux éducateurs. Ensuite, à l'avocat de tes parents. Et puis, si tu veux rajouter quelque chose à la fin, tu pourras toujours nous le dire. OK? Bon, c'est vrai que je bois un peu, mais bon, là, j'ai 3 bières par jour. Hein. Ma D'accord. femme peut vous le confirmer. Est-ce que ça impacte la manière dont vous prenez en charge vos enfants? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Est-ce que ça impacte? Ça veut dire... Est-ce que ça fait de la Est-ce que parfois, vous consommez trop d'alcool, ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre en charge vos enfants? C'est ça ma question. Non, du tout. Non. Je suis pas violent, je suis un non-violent. Pourquoi est-ce qu'on parle de violence à votre égard? Non, ça, je veux dire... Comment vous expliquer bon, je bois que 3 bières. Oui. Mais bon, ça va pas plus loin. D'accord, ça vous me l'avez dit. Ma question c'est, pourquoi est-ce que les services me parlent de violence pour vous? C'est vrai qu'on les engueulait, on criait fort. D'accord. On criait fort. Est-ce que monsieur et madame voulaient rajouter quelque chose? Et moi, alors? On accepte D'abord tes parents. tout ce que vous nous demandez. Et on s'excuse. C'est entendu. On s'excuse, voilà, ça se reproduira pas. C'est entendu. Est-ce que c'est à ce moment-là où je vais savoir quand je vais revenir à la maison? Oui, c'est maintenant. Ok. Ok, alors, il y a plusieurs choses pour lesquelles je vais vous dire ce avec quoi je suis d'accord et ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Alors déjà, je prends une décision de placement aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. En fait, il y a un suivi qui a été très long avec vous et vos enfants, avec madame l'éducatrice et avec le service, et qui n'a pas permis qu'il y ait une prise en charge adaptée pour vos enfants. Et moi, j'entends, hein, la dernière fois, c'était la même chose, que vous étiez partie prenante, que vous étiez là pour vos enfants. Mais le problème, c'est que, en fait, ça fait déjà 3 fois que vous passez devant le juge des enfants, 3 fois que vous dites ça, et ça ne change pas. Et en fait, vos enfants grandissent, et ils ont besoin de ça. Et aujourd'hui, ils sont en danger, vous voyez, parce qu'il n'y a pas ces suivis qui sont mis en place. Donc moi, aujourd'hui, la loi me demande de laisser les enfants au domicile de leurs parents jusqu'à ce que ce soit possible. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Et malgré le fait qu'on ait discuté et que vous m'ayez dit, oui, on a compris, le 28 mai, on a compris, là, vraiment, on va faire quelque chose, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour vos enfants et ça, c'est pas possible parce que ça les met trop en danger. Donc moi, je pense que là, pour le moment, ils ont besoin d'être placés. Ce que je vais faire, par contre, c'est des droits d'hébergement chez vous. OK? Oh, oui. Ça, Ouais. j'ai entendu parler. Tu vois, Yanis, il a une PS4. Je vais t'expliquer. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Là, ils vont où? Ils vont en famille d'accueil? Oui, ils restent dans la famille d'accueil dans laquelle ils sont. Ça, de toute façon, vous, vos droits en tant que parents, ils sont intacts. Hein. Je veux dire, vous devez être au courant de où sont vos enfants. Hein. Ça, vous êtes en lien avec l'aide sociale à l'enfance qui vous dit où ils sont, ce qu'ils font, les suivis. Vous avez le droit d'être au courant de tout ça. Ok, si vous n'avez plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ok? Vous pouvez y aller. Au revoir. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un impact positif? Voilà. Et ça, je ne saurais y répondre qu'avec l'expérience, je pense. Moi, aujourd'hui, je vis dans l'illusion que ce que je fais a un impact positif sur les gens. Mais je l'espère. Je ne suis pas sûre. C'est surtout les situations humaines, moi, qui m'ont, en premier lieu,
je dirais, vraiment interroger. Finalement, vous rencontrez la vie, d'une certaine façon, dans tous ses états. Alors, je vais donner mon prénom, mon nom et ma profession. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Parlos et je suis magistrat. Évidemment, je suis plutôt à la fin d'une carrière professionnelle. C'est pas complètement la fin. Si je puis dire, c'est le début de la fin. Ce qui me fait dire, d'une manière un petit peu pour me moquer de moi-même, parce que c'est ça qui est intéressant, j'ai un peu été juge à tous les étages, voilà. Que ce soit au tribunal, maintenant à la cour d'appel, à la cour de cassation plusieurs fois, comme magistrat, je dirais, entre deux âges, à la cour d'appel, en faisant un passage assez récemment par une juridiction un peu particulière qu'on appelle la Cour de justice de la République et qui a une compétence pour juger les infractions commises par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai que le regard sur l'institution, on le porte de manière assez crue. Parce que on vous demande un effort relativement important au plan professionnel et personnel, et on a l'impression que ce qu'il y a derrière pour vous soutenir ne vient pas. On fait ça un petit peu avec des bouts de ficelle, si je puis dire. Bon, alors ensuite... J'aurais voulu savoir s'il était possible que le coût de réparation de l'ascenseur qui excède normalement ce que l'on doit prendre en charge sur le budget de proximité soit bien pris sur le budget de l'immobilier. C'est un devis à 2 400 € pour un ascenseur. J'ai demandé des devis pour les deux autres parce que les boutons... Alors, de quoi parle-t-on exactement? Des boutons? Alors là, c'est les boutons. Ça coûte 2 400 € de changer des boutons d'ascenseur. On change toutes les... Alors, ils changent l'intégralité des plaques. Ouais, c'est ça. Alors tout ça parce que, d'après ce qu'on comprend, à force de nettoyer les boutons au gel hydroalcoolique pour éviter que... Comme c'est un point de contact... Eh ben, ça attaque le joint, et donc tous les boutons sont en train de tomber. Ah, c'est ça. C'est un peu lourd sur le budget, je vous cache pas que... D'accord, mais ça, il faut qu'on s'en occupe rapidement, parce que c'est vrai que ça contribue à une sorte de... d'interrogation générale. Je ne veux pas dire qu'il y a un mécontentement, mais quand vous n'avez plus de boutons pour monter à l'étage ou pour descendre au parking, vous pouvez légitimement vous interroger sur tous les agents qui les travaillent à la conditions dans lesquelles mezzanine. vous allez pouvoir accéder à votre local professionnel. Il n'y a pas de petits détails. Alors... Dans le même ordre d'idée, j'ai reçu le devis pour changer les horloges. Vous savez... très important. Ah, les horloges, là, ça. D'accord, quand c'est l'heure. Parce que là, il est 3h53, là, ça fait effectivement bizarre quand on arrive. Alors, il faut savoir que c'est un système où toutes les horloges sont reliées ensemble. Ce système n'a pas été changé depuis 40 ans. Il date de la création de la oui, cour. Le temps s'est arrêté. Et voilà. On ne comprend pas la justice si on ne comprend pas que c'est une institution pauvre. Ce qui est certain, c'est que cette pauvreté récurrente de l'institution met l'institution dans un état de soumission. J'ai présidé le tribunal correctionnel de Paris, la chambre financière pendant 5 ans, et j'ai eu à juger un certain nombre de gros dossiers, on appelle ça des gros dossiers parce qu'ils étaient volumineux, et notamment le dossier du naufrage de l'Erika. Et quand j'ai découvert ce dossier, j'étais dans une pièce de 9 mètres carrés, j'arrivais même pas à faire entrer le dossier dans mon bureau. Donc je l'avais empilé, à chaque fois qu'il fallait que je prenne un dossier, c'était très mal habile, très mal pratique, et donc j'ai demandé si on avait fait une numérisation du dossier. C'était dans les années de 2006-2007. Et on m'avait dit, oui, il y a une numérisation, mais c'était une numérisation photographique, c'était pas une numérisation en texte. Donc il a fallu que je procède à ce qu'on appelle une ossérisation, c'est-à-dire que je transforme la photo en texte. Donc j'ai demandé un petit logiciel. On me dit, ah non, c'est pas possible, je peux pas vous donner le logiciel, de toute façon c'est trop compliqué. Donc j'ai téléchargé un logiciel d'ossérisation gratuit que je faisais tourner en boucle la nuit et que je retrouvais le matin avec un certain nombre de documents qui avaient été ossérisés. Donc je me suis constitué moi-même mon dossier numérique, ce qui m'a été d'une très grande utilité après pour traiter l'affaire. Une affaire financière, ça s'apparente à une dissection. C'est vraiment, on va chercher les éléments les uns à la suite des autres. Là, on se sent à la fois seul, face à un monde extrêmement complexe, parfois extrêmement obscur, sachant que il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas.
pour les interpellations, oui. Il faut qu'on parle stratégie en fonction des calendriers de chacun. L'idéal, c'est de le taper là-bas, dans son domicile. Il doit avoir forcément des cartes bancaires, ce genre de choses chez lui, là-bas. Moi, je suis chargée de la grande délinquance économique et financière. Je suis Marion Caquel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille. Et donc, c'est moi qui dirige les enquêtes qui sont faites par les gendarmes, les policiers et les douaniers. Et c'est moi qui ordonne les expertises, qui ordonne les perquisitions, qui met le dossier en état d'être jugé éventuellement devant un tribunal. Alors du coup, le dossier, rapidement, c'était fraude au chômage partiel Covid, aux subventions Covid. Ouais. Concrètement, on a des récupérations de sociétés qui étaient existantes, parfois dormantes, juste pour servir de support pour demander des aides Covid. Pour plusieurs centaines de milliers d'euros, là on est à plusieurs millions. Plus d'1,4 million. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a saisi plus de 520 000 euros en liquide chez une personne. Donc ce sont des sommes astronomiques que la plupart des gens n'ont jamais entre leurs mains. Et moi, mes délinquants, c'est leur quotidien. Voilà, on a des vidéos aussi où on les voit danser. Ça fait pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Voilà, quelqu'un, j'ai mis en examen qui est très grand. Et là, il danse en tenant une liasse de billets, mais comme ça, vraiment, de 500 euros. Du coup, ça me fait penser les saisies. Le patrimoine, il y en a, il n'y a rien. Non, ils sont tous locataires ou rien. Le seul patrimoine potentiellement à envisager, il est à Dubaï, je pense. Ouais. Et donc, où passe l'argent, vous pensez Ça part après dans d'autres pays. Ouais, on a des... Il y a quelques voitures, il y a des voitures, il y a de la voiture. On a de la Hongrie un petit peu, on a Luxembourg un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les structures frauduleuses qui permettent à des gens de gagner des millions et des millions d'euros pendant 20 ans sans être inquiétés sur le dos de tout le monde. Et ce qui me désespère un peu, c'est que, par exemple, en 6 mois, je pense que j'ai rapporté 6 millions d'euros à l'État dans tout ce que j'ai saisi. Et que mon salaire annuel, c'est 33 000 euros et quelques. Que mes enquêteurs, c'est encore beaucoup moins parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Que j'ai un ordinateur qui a 5 ans et qui n'est pas capable de lire mes dossiers parce qu'ils sont trop lourds. Donc il n'arrive pas à les charger, il plante une fois sur deux. On me dit que pour augmenter la mémoire vive de l'ordinateur, ça coûte une barrette de mémoire vive à 40 € et que du coup, c'est pas possible. Et que finalement, si on mettait l'argent pour recruter des gens capables de lutter contre cette criminalité-là, on ferait des économies à grande échelle. Il y avait tout derrière un blanchiment parce que lui générait beaucoup d'espèces. Et les entreprises du BTP parisiennes avaient besoin, de cette espèce. Et donc, pour payer leurs salariés au black. Pour payer leurs salariés au black. Et donc, il y avait compensation. Ouais. On le sent toujours actif et toujours dans le circuit, en fait. Donc, il n'est pas étonnant de le retrouver aujourd'hui à la manœuvre. Voilà. Et donc, lui, il serait localisé où actuellement ? Là, actuellement, il serait sur Cannes. Avec une activité particulière ou... Là, il... Enfin... Flambeur. Pas déclaré. Alors moi, c'est vrai que je ne vais pas forcément parler de trop de ma vie personnelle, mais c'est vrai que j'ai une petite tendance à être insomniaque et ça n'aide pas ce genre de fonction. C'est-à-dire que le soir, quand on se couche, on se fait des listes de ce qu'on doit faire, de tout ce qui est en retard, et puis évidemment, la liste est impossible à remplir, donc ça n'aide pas forcément à avoir un sommeil serein. Je crois qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement des magistrats dans leurs fonctions, qui sont complètement aspirés par leurs fonctions, parce qu'effectivement, les vies sont suspendues et que les gens attendent. Voilà, j'y passe mes soirées et mes week-ends, puisque sinon, ça n'est pas faisable. Et donc, mes enfants, des fois, me demandent « Alors, celui-là, il était difficile de jugement est-ce que tu as bien avancé aujourd'hui ?» ou des choses un peu tristes aussi, où ils me font des petits mots pour la fête des mères en disant « J'espère que tu auras moins de travail. » J'ai plein de petits mots là comme ça qui sont un peu bouleversants.
c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que le temps que je vais consacrer à mes enfants, c'est du temps un peu perdu sur mes piles et mon retard dans le travail. Donc oui, c'est compliqué à gérer. C'est bon, vous allez pouvoir rester debout ? Ouais, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc vous allez un petit peu m'expliquer ce que c'était, cette escroquerie dont vous avez été victime, s'il vous plaît ? En fait, c'était sur Internet. Des personnes que j'ai été en contact sur un site de rencontre m'ont fait des propositions alléchantes pour gagner un peu d'argent. Moi, ça n'allait pas au boulot. C'était un peu dur financièrement, donc j'ai été attiré. Puis après, ils m'ont fait, je crois, un virement de 4 000 €. Et puis ils m'ont arnaqué cette somme en faisant un annulement de virement. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a viré de l'argent ? C'était quoi la proposition qu'on vous faisait ? La proposition, c'était c'est un peu délicat, c'était de faire acteur. Donc, ouais. Voilà. Donc, j'avais tout détaillé normalement parce que j'ai été porté plainte quand même à la gendarmerie. D'accord. Parce que c'est normal que j'ai posé une plainte et en 2 ans, j'ai jamais eu de retour. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu, monsieur, mais effectivement, je sais que les démarches sont complexes. Voilà, mais je ne suis pas avocat, donc essayez de vous renseigner par ailleurs. Je vais regarder vos pièces. Oui, de toute façon, vous pouvez tout garder. Ok, merci. Le juge est parfois un petit peu impuissant puisqu'on est saisi et on ne peut pas excéder notre saisine. Voilà, donc il y a une tradition française du juge-arbitre, en tout cas en matière civile. Donc c'est vrai que voilà, je réponds à ce qui m'est demandé ou ce qui m'est pas demandé. L'intérêt quand les gens comparaissent en personne, c'est qu'on peut effectivement leur tendre des perches pour qu'ils sollicitent des délais de paiement auxquels ils n'auraient même pas pensé. Donc là, on intervient, on a l'impression d'avoir un peu rectifié le tir, mais on est très modeste parce que c'est pas ça qui va changer forcément voilà, qui va avoir un impact décisif sur le parcours. Ça, je m'en rends pas compte. Donc il nous reste un dernier dossier. La décision de renvoi qui a été prise à la précédente audience a suscité beaucoup de colère de la part de monsieur Moller, qui m'a fait une très longue lettre où il explique qu'il s'attelle personnellement à sa défense sans en référer à son avocat, qui découvrira par vous mon travail ci-dessous. Et donc voilà, il estime qu'il est victime de banques qui se rachètent entre elles les créances et il a l'air de considérer que Madame le juge... je subodore comme une obligation de votre charge de soutenir ce système à bout de souffle et c'est bien dommage. Donc voilà. Voilà, il me dit qu'il n'a pas beaucoup d'espoir dans ma décision, mais c'est pour ça que j'aurais préféré à la rigueur qu'il vienne et qu'on puisse en discuter. Je vais vous donner la parole dans l'ordre qui vous plaira. C'est une très grande souffrance pour les magistrats et les fonctionnaires de voir que ce qu'ils pourraient faire, ils ne peuvent pas le faire. Et que la qualité de la justice qu'ils voudraient rendre, eh bien, ils n'arrivent pas à l'obtenir. Ça, c'est vraiment... Surtout que derrière, ils encourent les reproches que je comprends. Longueur, obscurité, absence de disponibilité, etc. etc. Bon, tout ça, ce sont des critiques. Il suffit d'avoir été justiciable pour savoir que ces critiques sont justifiées. Elles sont réelles. Mais ce que nous n'arrivons pas à expliquer, et ce que j'essaie de faire devant vous, c'est de dire que finalement, toutes ces compétences, tout cet engagement, il pourrait donner lieu à une justice de grande qualité si elle avait finalement rattrapé son retard. Et on est dans une situation où, malgré des augmentations ponctuelles, le retard s'accroît au fur et à mesure des années. Je pense que ce qui serait bien aussi, c'est plus de services éducatifs. Parce que là, moi, quand je prends une décision et que pendant 8 mois, il ne se passe rien pour les familles, c'est pas normal. Et même au pénal, c'est pas normal. Il y a des jeunes, bien qu'ils fassent un peu les malins quand ils viennent ici, il y a des jeunes qui, au fond, disent qu'ils ont besoin d'aide aussi, quand ils sont en train de faire des actes de délinquance. Et en fait, quand on ordonne des libertés surveillées, c'est pas pris en charge tout de suite. Et pas parce que les services veulent pas, juste parce qu'ils peuvent pas. Ils ont une liste d'attente et voilà, les jeunes, ils sont pas pris en charge. Et ça c'est un problème.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Ouais, je pense qu'il y a différents styles de juge. Moi, je suis pas du tout ni dans la cérémonie. Voilà, quand je parle aux gens, j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible et de pas essayer, voilà, de leur faire peser le décorum dessus. Mais il y a des moments où il faut quand même qu'il y ait de la solennité. Et notamment, ici, quand vous êtes juge des enfants, quand les mineurs sont très jeunes, vous jugez des faits extrêmement graves, où il y a des tentatives d'assassinat. À un moment donné, ça vaut peut-être le coup de porter sa robe, d'aller dans une salle d'audience, une vraie salle, avec... voilà. Est-ce que vous comprenez que c'est pas rien d'avoir l'idée, quand on est mineur, de rentrer à la maison de quelqu'un? Si, c'est vrai, je comprends, mais voilà, j'avais pas d'argent. Après, c'est vrai, c'était un peu le domaine que j'aimais. Le domaine que vous aimiez les cambriolages? C'est pas que j'aimais, mais j'avais une petite habitude depuis que j'étais petit. C'est pour ça m'est venu à l'idée que de faire ça. Expliquez-nous. En fait, depuis... Quand j'ai fait les cambriolages, j'étais suivi aussi, j'étais en prison et tout. Et je suis connu que pour ça. Oui. C'est pour ça m'est venu à l'idée de faire ça, parce que je connais que ça. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par les vols? À part vous? Non, pas du tout. Non? Ah bon? Et toutes ces personnes à qui vous volez des choses, par exemple, ça les concerne pas? Ah, oui. Oui, oui, quand même, oui. Est-ce que vous y pensez un peu? Là, on vous reproche des dizaines de vols pour lesquels vous avez été condamné, aujourd'hui 2. Je suis pas quelqu'un de violent, madame. C'est-à-dire, je rentre pas chez les gens comme ça, ou les tuer, ou les frapper, ou les... Moi, je rentre, il y a personne, et je suis rentré, je vais derrière, je casse la fenêtre, je rentre. C'est-à-dire, il faut penser ça aussi, hein, que je suis pas quelqu'un de violent, ou je vais pas aller sur une mamie, tirer une chaîne ou un collier pour la ramasser et tout. C'est l'argent qui fait ça. Quand il n'y a pas d'argent, voilà, c'est ça le problème. Mais là, je me suis mis au travail, j'ai un travail et j'ai arrêté. Parce que je me rends conscient, parce que c'est grave. J'aimerais quand même vous entendre un peu sur les victimes. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Effectivement, on ne vous reproche pas des faits de vol avec violence, hein? C'est pas du tout ce qu'on vous reproche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait aux victimes quand elles rentrent chez elles et qu'elles voient leur vitre, leur baie vitrée qui est cassée, qu'on a fouillé partout leur appartement? Par exemple, là, il y avait des chambres d'enfants. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur fait? Vous voyez quand vous rentrez chez eux? Oui, mais je suis jamais passé par là. Si, par exemple, c'est moi qui m'ai fait cambrioler là, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment je ressens. Mais là, j'ai jamais ressent quelque pour ça. Dire, je sais pas. Vous avez fait de la détention. Comment ça s'est passé, cette détention? Très bien, madame. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez en détention? J'allais à l'école, j'allais en promenade, je faisais des activités. Voilà, normal. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça que vous voulez faire plus tard ou vous avez d'autres projets? Non, en fait, dès que je vais finir mon bracelet, je vais faire une formation de... Je sais pas quoi, mais jusqu'à un bon salaire. D'accord. Quoi, par exemple? Quels sont vos projets, là? Agent immobilier. D'accord. Voilà. Vous avez des pistes déjà ou pas? Non, j'ai pas des pistes, mais je me sens bien faire ce travail parce que je suis quelqu'un de vivant ou d'ouvert et j'aime bien... Voilà, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter sur votre personnalité? Pas du tout. Non? Non. D'accord, c'est entendu. Madame la procureure, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions. Vous avez des questions? Je vais mettre des questions. Alors, la décision sera rendue après la suspension d'audience qui intervient maintenant. Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire à votre égard, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à 6 mois d'emprisonnement entièrement assorti du sursis simple. Le tribunal a considéré 2 choses. D'une part, que les faits étaient graves parce qu'ils avaient été commis dans un local d'habitation, d'accord, que c'était chez des gens, qu'en plus vous n'aviez pas été en capacité au cours de l'audience de vous rendre compte à quel point ces faits étaient graves, que vous n'aviez pas manifesté d'empathie envers les victimes. Ça, c'est pour la gravité des faits et pour le quantum, d'accord? Ici, tout se passe bien. Moi, j'ai choisi Bobigny parce que ça se passe bien avec le parquet, parce que ça se passe bien avec les avocats, parce que ça se passe bien avec mes collègues, parce que ça se passe bien avec la hiérarchie, que tout le monde... Mais s'il y a un de ces éléments qui se passe mal, le travail est tellement dur que ça devient une souffrance insupportable. Et il y a certains de mes collègues qui sont là-dedans, voilà, avec
un de ces éléments-là qui ne va pas. Et moi, je veux pas dire que quand on est juge, on souffre pas, parce que c'est pas vrai. Je vous le dis honnêtement, moi, il y a des soirs où je rentre chez moi, je me dis, mais pourquoi ? Je deviens fleuriste. Non, ça a l'air d'être sympa. Il y a de la beauté ici. Enfin, quelle est cette idée de s'infliger toute la journée des horribles histoires de gens et pour lesquels on n'est même pas sûr auxquels on n'est même pas sûr de faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais après, le lendemain, je suis contente de faire ce que je fais. Quand on arrive devant nous, c'est qu'en général, il y a eu un problème. Donc voilà, on a ce prisme-là, mais on est en prise directe avec la souffrance et les problèmes sociaux. Donc c'est vrai que quand j'entends que le magistrat est dans sa tour d'ivoire, je me demande bien comment c'est possible de rester dans sa tour d'ivoire en ayant nos fonctions. Peut-être que certains le sont, mais en tout cas, ça me semble difficile au quotidien puisqu'on est en prise directe avec tout ça. C'est par où ? Il me semble que c'est par là-bas. Ah, ça y est. On va commencer. Ça va, allez-y. Asseyez-vous. Aujourd'hui, on se voit pour continuer l'interrogatoire d'il y a à peu près un mois. Première question, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça s'améliore pas. Et la semaine dernière, l'une des seules personnes avec lesquelles je reste en prison, je l'ai retrouvée dans son lit après une tentative de suicide. On a dû intervenir les supérieurs, les surveillants et les gradés. Donc une de vos codétenues a fait une tentative de suicide, c'est ça ? Vous n'êtes pas en cellule avec elle, d'accord, mais c'était devenu une amie. Celle avec laquelle je travaille, oui, et celle avec qui je passe du temps en prison, oui. Dans l'intimité du cabinet du juge d'instruction, c'est-à-dire de son bureau, il y a un lien particulier qui se crée entre le juge d'instruction et les parties au dossier. On a des moments charnières ou des moments de vérité ou des moments de bascule ou de rencontre, de rencontre de la vérité, qui reste la vérité judiciaire, qui reste que parcellaire, mais qui font le sel de ce métier-là. Moi, personnellement, personne dans ma famille ne fait du droit, de près ou de loin, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est venu sur le tard. Et je pense que c'est très bien comme ça, parce que je me suis construite aussi dans autre chose, dans plein de projets différents. J'ai connu plein de mondes professionnels différents quand j'étais plus jeune. Alors j'ai travaillé dans les fast-foods, j'ai travaillé en boucherie, j'ai travaillé en horticulture, j'ai fait les vendanges, j'ai fait les ménages, j'ai travaillé dans les assurances, voilà. J'ai fait plein de choses. Et c'est aussi une ouverture nécessaire, je pense, pour être un bon magistrat. D'accord. Oui, je suis en interrogatoire. Ok. J'ai perdu mon discernement, ça je vous l'accorde. Et à aucun moment j'ai contesté mes infractions. Voilà. À aucun moment je le dis. Je le dis depuis le début. Je voulais tellement me débarrasser de ces dossiers qu'on m'aurait dit va sur Pluton, dépose un dossier, je l'aurais déposé. Pourquoi les dernières semaines, d'un coup, ça se dégrade ? Je comprends pas. Parce que j'ai commencé à arrêter d'aller venir au travail. Parce que ? J'ai arrêté de venir au travail. Je partais de plus en plus souvent à l'étranger. Je m'étais absentée pendant 1 mois. Venir au travail, c'est commettre les escroqueries, on est d'accord. On peut répondre même au téléphone. Oui. Et au final, j'ai fini comme... excusez-moi, on va mettre un terme. Comme étant leur pute qui devait tout faire à leur place. Là, madame, je vous oppose pas aux éléments du dossier qu'on a notamment grâce aux écoutes. Oui, je sais bien. Donc c'est votre seule chance, entre guillemets, de dire spontanément les choses. Je dis les choses depuis le début. J'aurais su, jamais de la vie, j'aurais mis un pied là-bas. De près ou de loin. J'aurais su, même toutes ces personnes-là, j'aurais jamais parlé avec eux. Le travail me porte. C'est vraiment la satisfaction intellectuelle d'être utile, d'avoir aussi des belles rencontres humaines, des moments d'adrénaline, des moments de technicité, de stimulation intellectuelle, de découvrir plein de mondes différents. Et puis d'être indispensable pour moi à la paix sociale. Un État sans État de droit, c'est une dictature, donc ça n'a pas grand intérêt. Je suis entrée aussi dans la magistrature pour concourir
à la paix sociale et apporter ma pierre à la collectivité. Est-ce que vous pouvez me donner tous les éléments, les lieux, j'en sais rien, des proches à lui, des sociétés dans lesquelles il aurait investi, des numéros de téléphone, tous les éléments qui me permettraient de le localiser et de l'interpeller. Alors moi, quand il nous récupérait, il venait me récupérer à l'aéroport. À chaque fois avec des voitures différentes. Et où est-ce que vous êtes allé avec lui concrètement? Un quartier peut-être, vous savez? C'est à la sortie de la ville. Vous savez pas le nom du quartier? La façade extérieure, je m'en rappelle un petit peu. Ouais. Mais après, pour tout le reste, non, je serais dans l'incapacité. Si on met Google Street View, là? Vous vous rappelez de quelque chose qu'il y avait à côté? Un musée, j'en sais rien? Non. Un magasin? Le mieux, c'est qu'on gagne. C'est pas exclu. Si on a les moyens. On n'a pas les moyens en France, alors partir à l'étranger, on est mal barré. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je vous demande ça aussi parce que sans doute que Alain Elmi est en fuite aussi au Maroc. Donc ça fait beaucoup de liens avec le Maroc. Non, ça veut surtout dire que ma confrontation, je suis pas prête de l'avoir en fait. Excusez-moi, je suis un peu égoïste, hein. Donc moi, en attendant, je reste en prison. Mais bien sûr. En tout cas, bon, évidemment qu'il faudra fouiller au Maroc, hein, qu'il y a des investigations qui vont être faites au Maroc. Je peux vous poser une question, madame le juge? Bien sûr. Vous avez les moyens pour On va essayer. Faire des investigations au Maroc? C'est pas impossible. Oui. C'est pas impossible. Honnêtement. Parce que là, on voit qu'il y a un protagoniste important qui est en fuite. Donc, est-ce que vous, en votre qualité de juge d'instruction français, vous avez les moyens d'investiguer au Maroc et d'aller chercher ces gens? On va essayer. Après, forcément, c'est soumis aux autorités marocaines, aux circuits administratifs qui peuvent être très longs. Vous comprenez que, vu le nombre de protagonistes et des enjeux dans ce dossier, Madame vit la situation comme une grave injustice. Parce que, même si elle reconnaît qu'elle a fait des fautes, il me semble qu'elle n'a pas à pâtir des lenteurs de l'enquête parce que vous n'avez pas les moyens nécessaires pour mener à bien vos missions. Et donc, pour elle, c'est très compliqué. Je comprends bien. Elle n'a jamais été en prison. Elle a un casier judiciaire qui est vierge. Donc là, ça fait 4 mois qu'elle est en prison. On passe demain devant le JLD pour la prolongation. C'est très compliqué pour elle. Parce qu'elle, elle se dit, aujourd'hui, je suis comme il y a 4 mois en arrière. Et moi, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Oui, je comprends bien. Ouais, par contre, là, on peut faire une pause? Vous voulez faire une pause, une suspension? Ouais, une suspension. Je vous laisse avec votre avocate, peut-être? Oui, 2 minutes, s'il vous plaît. C'est possible? Bien sûr. La justice étant humaine, elle est faillible. Il faut l'admettre, ça. On ne peut pas dire que la justice est infaillible. On a mis beaucoup de temps à admettre qu'il fallait que la justice reconnaisse ses propres erreurs. Donc, il existe un système d'indemnisation pour le temps passé en incarcération. Il s'agit pour la justice de revenir sur un sujet sur lequel elle admet avoir porté un regard erroné. Donc, le premier dossier. Alors, monsieur a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été successivement, le 1er juillet 2018, mis en examen pour des faits qualifiés de détention d'armes de catégorie B et violence aggravée et incarcéré, puis par jugement du 20 juillet 2020, renvoyé des fins de la poursuite, c'est-à-dire relaxé, c'est-à-dire reconnu innocent des faits pour lesquels il était poursuivi,
après avoir été détenu 215 jours. Il sollicite 30 000 € d'indemnité au titre de son préjudice moral, tout d'abord. Voilà. Donc, maître, je vous écoute. Merci, Monsieur le Premier Président. Alors, effectivement, 215 jours de détention provisoire pour quelqu'un qui a toujours crié son innocence et qui a été déclaré non coupable des faits pour lesquels il avait été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Cette indemnisation, c'est un moyen de reconnaître supplémentaire l'innocence de la personne. Voilà. Ça va ensemble. Alors, je ne dis pas que le côté financier n'a pas d'importance, ce serait erroné de le dire, forcément. Une personne qui est incarcérée, il faut réparer le préjudice. Il peut être matériel, il peut être moral. La personne a pu être séparée de sa famille, arrêter son travail, avoir vu son entreprise payer l'équité. Voilà. Tout facteur qu'il faut absolument indemniser. Ça, c'est essentiel. Mais il y a quelque chose de plus. Comme dans la justice, il se joue toujours quelque chose de plus que ce dont nous discutons. Ce quelque chose de plus, c'est son innocence. D'accord. Mais est-ce que vous avez compris que vous n'êtes plus en situation d'accusé ici? Oui, il y a pas de souci, oui. De demandeur, pour qu'on répare quelque chose qui s'est passé. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On répare ce qui vous a été infligé à tort. Et pour la suite de votre vie, vous voyez les choses comment? Bien. D'accord, je retiens bien. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Maître, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Je m'appelle Chantal Arens, je suis juge depuis une quarantaine d'années et actuellement je préside la Cour de cassation. Il n'y a qu'une seule Cour de cassation en France pour l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire. Le premier président est considéré comme le premier juge de France. À titre personnel, je me considère comme un juge parmi les juges. Ce que je voulais faire, c'était être avocate. J'ai essayé d'y repenser après. Je pense qu'il y avait deux raisons. Pour moi, c'était défendre la veuve et l'orphelin. J'avais un lointain, très lointain ancêtre qui était avocat, ça s'appelait les gens de robe en Bretagne. Et toute petite, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Donc pour moi, défendre la veuve et l'orphelin. Et au moment de passer, j'ai été admise, j'ai passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et au moment de prêter serment devant le barreau de Reims, j'ai une amie qui était aussi devenue magistrat qui m'a dit non, vaut mieux passer le concours de la magistrature. Et je n'ai jamais hésité. Et donc actuellement, je pourrais être avocate, mais je suis magistrat. Ma génération, on devenait magistrat avec une idée d'un grand J. À soi seul, on incarnait toute la justice, donc on avait une certaine idée de nos fonctions. Mais je pense qu'on a assez vite été ramené à la réalité. Ce qui est arrivé sur une période de 30 ans, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mondialisation des échanges, circulation de l'information, une judiciarisation, c'est un terme un peu barbare, mais en fait, il y a une demande du citoyen qui est de plus en plus de justice. Quand je suis rentrée dans la magistrature, le code civil, c'était ça, c'était 2 cm. Actuellement, un code civil, je ne sais pas combien ça fait 15 cm. Pour peu qu'il soit annoté, ça fait 30 cm. En fait, c'est un constat qu'on fait, et l'ensemble des juges, en fait, font le même constat en France. Et pourquoi? Mais je pense que le temps politique est trop court, surtout avec un mandat présidentiel de 5 ans. Un garde des Sceaux reste 2 ou 3 ans. Après, il y a un autre garde des Sceaux. Après, il y a les élections. Donc le temps est trop court. Mesdames et messieurs les présidents de chambre, donc je vous propose que nous commencions nos travaux. Je pense qu'il y a une sorte de saturation globale de la magistrature par rapport à cette situation. Je ne dirais pas que ces derniers temps, nous n'avons pas eu des moyens, mais le problème, c'est des moyens pour, j'allais presque dire, éteindre des incendies, mais c'est pas une réflexion globale. Et je suis persuadée qu'à un moment, quelqu'un nous entendra et comprendra, en fait, parce que nous, ce qu'on défend, en fait, c'est pas nous.
Nous, on ne rend pas la justice pour nous, hein, on la rend au nom du peuple français. C'est pour ça que je dis derrière chaque décision, il y a des humains, mais pourquoi est-ce qu'on statue? Et finalement, j'allais dire derrière nous, ce qui nous motive, c'est l'état de droit et la démocratie. Donc c'est ça, en fait, c'est le fond de la question. C'est pour ça que moi, je ne suis pas, entre guillemets, démoralisée parce qu'on n'est pas entendu. Moi, je continue, en fait, à expliquer et je pense qu'à un moment donné, on sera entendu. Vous n'avez pas accès à l'informatique. Absolument pas. Je précise que depuis le début de cette audience, tous les services informatiques sont en panne, donc Madame le procureur n'a pas du tout accès au dossier. Hein, donc voilà. Vous allez être jugé aujourd'hui? Vous recommettez des faits? La semaine dernière, monsieur. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ne vous revoie plus devant un tribunal? Selon vous? Selon moi, là c'est bon, j'ai compris. Hein. Enfin, j'ai l'interdiction de boire, je suis obligé d'être suivi. Donc, je dis pas merci la justice, mais merci quand même parce que moi j'ai une bonne situation quoi, et je m'en rendais pas compte. Et c'est grâce à la justice que je m'en rends compte. Voilà. Je vous laisse y aller, monsieur. Bonne journée beaucoup. Alors attendez, vous allez Vous m'attendez là, monsieur? Oui. Alors attendez, quelle heure est-il là? Parce que... 11h17. Il n'y a que ça qui fonctionne sur mon ordinateur. 11h17, parce que là, on en est où concrètement? Alors, il nous reste, je passe celui-là. Oui. Après, les autres sont absents. Ils sont tous présents avec avocat? Oui. Je pense qu'on peut y arriver. J'essaye. On va y aller, oui. Du coup, ok. On va tenter. Donc, dossier numéro 9,